relations avec les autres espèces, bien sûr, mais aussi au sein de notre espèce. Si vous êtes le plus malin du village et que vous résolvez les problèmes, eh ben, vous allez attirer un certain nombre de bénéfices et éventuellement augmenter vos chances de vous reproduire et de survivre. Et donc, fondamentalement, vous allez avoir un avantage évolutif. Donc cette capacité de coévolution des intelligences, elle existe depuis que la vie est apparue sur Terre. Il se trouve qu'on n'a pas le monopole de cette intelligence, parce qu'il y a plein de formes de vie qui sont intelligentes, mais qu'aujourd'hui, comme vous le savez tous, en particulier ici, les formes d'intelligence artificielle qu'on a créées coévoluent avec nous. Et donc, comment est-ce qu'on se positionne dans cette longue trajectoire et comment est-ce qu'on va aller de l'avant? Et donc comment est-ce qu'on va coévoluer avec des intelligences qui sont supérieures à nous dans bien des domaines? Typiquement, ça fait longtemps que la capacité à mémoriser et calculer est supérieure dans les machines que chez nous, alors que moi j'ai été sélectionné dans mon parcours éducatif sur ma capacité à mémoriser et calculer. Donc on voit bien que si on n'est pas capable de faire des choses que les machines ne savent pas faire, un jour ou l'autre on sera remplacé par elles dans toujours plus de tâches. Et donc cette coévolution des intelligences, ça nous amène à nous demander ce qu'on est capable de faire qu'elles ne savent pas faire. Et ça nous amène à nous interroger sur comment est-ce qu'on éduque les jeunes générations, comment on se forme tout au long de la vie, et comment est-ce qu'on est capable de faire ensemble, entre humains, mais éventuellement entre humains et machines, des choses que ni les humains seuls, ni les machines seules ne savent faire. En particulier, on a des défis planétaires, environnementaux, sociétaux, qui sont tels que, a priori, seul on ne va pas y arriver. Donc il va falloir qu'on mobilise différentes intelligences, les nôtres et celles des machines, mais les différentes formes d'intelligence humaine également. Et éventuellement, comment est-ce qu'on peut aller toujours plus loin? Est-ce qu'on peut apprendre aussi les intelligences animales? Par exemple, l'intelligence d'une fourmilière, c'est remarquable. Donc il y a tout un tas de coévolutions qui sont possibles et qui sont même nécessaires. Et vous m'aviez parlé aussi, lorsqu'on a préparé, de la Reine Rouge, de la théorie de la Reine Rouge. Alors, pour ceux qui ont lu Lewis Carroll, vous vous souvenez Alice au Pays des Merveilles, Alice, elle rencontre une reine qui s'appelle la Reine Rouge. Et à un moment donné, elles courent toutes les deux super vite. Et en fait, elles n'ont pas bougé de l'endroit où elles étaient. Et donc Alice, au bout d'un moment, elle dit à la reine, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne bouge pas quand on court aussi vite? Et la reine lui dit, ben dans ce pays, si on veut, tout bouge tellement vite qu'il faut courir le plus vite possible pour rester au même endroit. Et si on veut aller si on veut aller ailleurs, il faut apprendre à courir encore 2 fois plus vite. Et donc ça, c'est une métaphore que Lewis Carroll a utilisée dès le 19e siècle. Il se trouve qu'il a vécu au moment de Darwin, dans une société victorienne qui évoluait déjà beaucoup plus vite que les sociétés précédentes. C'est rien par rapport à l'évolution dans laquelle on est aujourd'hui. Mais on voit bien que la course de la Reine Rouge est toujours plus rapide. Il y a une pression de sélection. Si vous arrêtez de courir, vous allez vous faire rattraper. Mais est-ce que vous courez dans la bonne direction? Est-ce qu'on ne court pas tous vers le vide? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à s'interroger sur non seulement pourquoi on court, mais vers quoi on court et comment on court? Et l'IA, alors comment finalement on parle de ces différentes formes, vous l'avez dit, hein, d'intelligence, et comment l'IA finalement vient s'immiscer, je dirais, et peut-être ouvrir des nouveaux champs pour ces différentes formes, je dirais, d'intelligence, comment on vient craquer finalement ces langages qu'on peut avoir avec les espèces dont on parle. Donc vous connaissez tous les Large Language Models, en particulier ici. C'est des modèles qui peuvent... ces machines ne comprennent pas la langue humaine, mais tout se passe comme si elles le comprenaient. Et elles sont capables de communiquer avec nous, d'échanger avec nous, jusqu'à plus soif. Donc ça, c'est très clair. La question est comment est-ce qu'elles ont fait pour apprendre ça? Elles ont eu des très grandes bases de données, et à partir de ces grandes bases de données, elles ont inféré un certain nombre de règles, et donc elles peuvent communiquer avec nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des chercheurs qui font la même chose sur d'autres espèces. Donc prenez le langage des baleines. Les baleines communiquent entre elles à des centaines de kilomètres de distance depuis des millions d'années. Plus on enregistre ces communications entre baleines, plus on peut créer des LLM, des intelligences artificielles, qui vont être capables de communiquer avec les baleines comme elles sont capables de communiquer avec nous. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde. Alors si les machines savent communiquer avec les baleines, ça ne voudra pas forcément dire que nous, on saura communiquer avec les baleines. Parce que c'est encore autre chose que de traduire d'une langue dans une autre. Vous connaissez tous le test de Turing ici, j'imagine, je n'ai pas besoin de le rappeler. Mais on peut très bien imaginer que dans peu de temps,
les baleines et l'intelligence artificielle passent un test de Turing adapté aux baleines. D'accord? Donc ça nous amène à réfléchir un peu différemment. Et si un peu plus loin on arrive, donc ce que les chercheurs qui travaillent là-dessus cherchent à faire, c'est évidemment à traduire. Mais qu'est-ce qu'on peut traduire entre une langue de baleine et une langue humaine? Quels sont les invariants qu'on a en commun avec les baleines? Et donc une des choses sur lesquelles ils travaillent en ce moment, c'est les chants des baleines quand elles ont perdu leurs petits. Et donc voilà, si vous imaginez une mère humaine qui a perdu son enfant et vous imaginez sa douleur, vous pouvez aussi imaginer la douleur d'une baleine qui a perdu son baleineau. Et donc, si on est capable de travailler sur ces invariants, on va peut-être être capable de traduire les émotions et les communications des baleines dans nos émotions et notre capacité à communiquer. Et donc, si on en arrive là, la question suivante, c'est, par exemple, notre capacité à gérer les océans. Parce que derrière, on a une belle illustration de la manière dont on occupe les océans en ce moment. Voilà, c'est très plein. Mais il y a une époque où il y avait plus de baleines que de bateaux. Aujourd'hui, il y a plus de bateaux que de baleines. Mais si on communiquait avec les baleines sur notre responsabilité et notre manière de gérer l'océan, est-ce qu'on le gérerait comme on le gère aujourd'hui? Plus généralement, plus on sera capable de discuter avec les différentes espèces qui habitent cette planète, est-ce qu'on sera capable de gérer notre planète différemment? Et ça va aller aussi dans la suite finalement, parce que je me dis, lorsque je vous ai rencontré, je vous ai donné mon titre, je vous ai dit, écoutez, je suis directrice de l'engagement citoyen, et vous m'avez questionné sur cette notion de citoyenneté. Effectivement, parce que vous m'avez commencé à m'expliquer la notion que vous aviez introduite à travers un recueil sur le planétisanship. Et là, vous re-questionnez, grâce à ce qu'on vient de dire justement avant, notre rôle, finalement, en qualité de citoyen. Est-ce que vous pouvez nous développer et nous expliquer ce que c'est que le planétisanship, s'il vous plaît? Désolé pour ce mot barbare qui est très facile à prononcer. J'ai une maladie génétique qui est de questionner tout ce que je rencontre et je mets plus ou moins de temps à questionner un certain nombre de choses. Et typiquement, la citoyenneté, c'est un concept que je n'ai personnellement questionné que très tardivement. La citoyenneté, on a tous appris que c'était très bien, ça nous aidait à vivre ensemble dans la cité. Mais en fait, historiquement, la citoyenneté, elle est réservée aux hommes en armes qui défendent les murs de la cité. Donc, mesdames, historiquement, vous n'étiez pas des citoyens. Les enfants sont toujours pas des citoyens. Les migrants sont toujours pas des citoyens. Et les esclaves n'ont jamais été citoyens. Donc, en fait, la citoyenneté, c'est un collectif qui se définit avec des formes de solidarité, mais qui exclut les autres collectifs. Et les murs de la cité, en plus, ils ont séparé historiquement les humains de la nation. Et donc, quand on étend la notion de citoyenneté née à Athènes au moment des Lumières et de la Révolution française, ou de la Révolution américaine, c'est les mêmes qui sont citoyens et c'est les mêmes qui sont exclus de la citoyenneté. Et donc, il a fallu beaucoup de temps pour que les femmes deviennent des citoyennes. Les enfants ne le sont toujours pas. Et les autres espèces, encore moins. D'accord ? Mais si on redéfinit la citoyenneté, non pas sur les murs de la cité, mais sur la planète, on passe de citoyenneté à planétoyenneté, c'est pas très joli non plus comme mot, mais planétisanship, donc c'est le mot anglais équivalent, ça veut se dire que si on redéfinissait la notion de citoyenneté planétaire, non pas sur les murs de la cité, sur notre histoire, mais sur notre planète et sur notre avenir, alors on le ferait différemment. Et on pourrait, par exemple, inviter les enfants à être des planétisants. On pourrait inviter éventuellement tous les migrants, tous les humains seraient évidemment des planétisants. Mais pourquoi pas les autres espèces? Et si on avait un débat sur ce que c'est que la planétisanship avec les baleines, je pense que ça nous amènerait un petit peu dans d'autres directions que ce qu'elle comprend en termes de responsabilité vis-à-vis non seulement de l'ensemble du vivant, mais aussi vis-à-vis des générations futures. Et effectivement, et ça nous demande et ça nous questionne aussi sur notre relation finalement entre l'IA et quel rapport est l'humain, puisque vous l'avez dit justement, et finalement ça va nous permettre d'avoir une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus planétaire, et on se demande finalement comment ces différentes espèces, ces vivants, ces différentes intelligences aussi vont pouvoir coexister, enfin si on peut le dire comme ça aussi. Et puis on parle souvent d'intelligence supérieure, d'intelligence
finalement peut-être inférieur. Mais là, je vous questionne et vous me demandez finalement quelle va être cette relation, comment on va pouvoir aussi réguler cette relation entre l'IA et l'humain et la planète dans sa globalité. Ouais, donc la notion d'intelligence supérieure, c'est pas une notion qui m'est chère, mais c'est une notion qui est assez fréquente. Le test de QI, par exemple, fait ça. Le système éducatif a tendance à dire, bah voilà, il y a ceux qui méritent parce qu'ils sont supérieurs, et puis ceux qui méritent d'être en bas et à qui on va imposer un certain nombre de choses. Et cette logique d'intelligence supérieure, on se considère, nous, comme espèce, supérieure aux autres espèces. Et parce qu'on se considère supérieur aux autres espèces, eh ben on considère qu'il est normal qu'on puisse les manger, qu'on puisse les mettre dans des eaux, qu'on puisse détruire leur environnement, qu'on puisse exploiter les ressources qu'elles représentent de notre point de vue. Donc c'est assez particulier. Mais depuis que l'intelligence artificielle est arrivée, il y a des gens qui activement, y compris dans ce genre d'environnement, travaillent à créer des intelligences toujours supérieures, avec des capacités qui progressent régulièrement. Et si on crée une intelligence qui nous est supérieure, est-ce qu'elle va nous traiter comme on traite les formes d'intelligence que l'on considère comme inférieures? Donc, si vous voulez vous retrouver dans un zoo ou dans une réserve, bienvenue dans des futurs dystopiques. Donc il y a cette question-là de est-ce que les intelligences sont vraiment supérieures ou pas, et comment est-ce qu'elles peuvent coexister? Et moi je me posais ce genre de questions il y a déjà une quinzaine d'années, donc avant Large Language Model, mais depuis que ChatGPT est arrivé, une des premières choses que j'ai posées à la machine, c'est comment est-ce qu'une intelligence qui se pense supérieure doit traiter les autres formes d'intelligence? Parce que c'est quand même intéressant de savoir au moins son point de vue. Je suis pas sûr que c'est ce qu'elle fera, mais au moins ça m'a aidé à penser ça. Je sais pas si vous avez joué à cet exercice, mais je vous conseille, ça peut être assez drôle. Et puis comme les IA progressent, peut-être qu'elles vous donneront d'autres réponses que celles que moi j'ai obtenues. Mais de manière intéressante, elle me dit non, une intelligence qui est vraiment supérieure, elle doit apprendre à coexister avec les autres formes d'intelligence. Donc on peut espérer qu'elle le fasse pour de vrai. De même qu'on peut espérer que notre espèce comprenne que c'est notre intérêt bien compris, parce qu'on est interdépendant avec toutes les autres formes d'intelligence sur cette planète, qu'on se doit d'apprendre à coévoluer et à coexister avec et cohabiter avec l'ensemble des formes d'intelligence sur cette planète, qu'elles soient artificielles ou naturelles. Et comment on place l'éthique dans tout ça, finalement, parce que c'est ça qui va nous amener peut-être à un moment, une question de responsabilité, d'éthique, à ne pas tomber dans les travers, je dirais, qu'on pourrait imaginer, qu'on voit aujourd'hui sur la planète et sur ce qu'on peut faire et les impacts qu'on peut avoir négatifs. Très bonne question. Donc de même que les intelligences coévoluent, je pense qu'il faut que les éthiques coévoluent, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles évoluent ensemble. D'accord ? Donc si notre espèce était parfaitement éthique, honnêtement je pense que ça se verrait. Et de manière intéressante, il y a une expérience qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Ils ont posé des questions éthiques à des spécialistes d'éthique et à des IA. D'accord ? Et après, ils ont demandé à des humains lambda ou à des spécialistes d'éthique d'évaluer les réponses. Et en fait, les IA font aussi bien dans les réponses que les humains. Et que les humains experts. Donc elles font plutôt mieux que les humains lambda. Donc ça, c'est pas inintéressant. C'est-à-dire qu'au moins dans le vocabulaire et dans le texte et dans la capacité à communiquer, encore une fois, est-ce qu'elles feront, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, dans le discours, elles sont capables d'avoir un discours éthique. Et comme nous, en fait, c'est très compliqué d'être parfaitement éthique. Comment vous faites pour avoir une éthique vis-à-vis de votre empreinte carbone ou de votre empreinte sur la planète? Parce que vous savez maintenant, est-ce que vous pouvez l'optimiser? C'est super compliqué. Mais l'IA peut éventuellement nous y aider. Mais ça suppose qu'on programme l'IA de manière éthique. Donc si on veut, nous, être plus éthique, il faut qu'on mette de l'éthique dans l'IA. Et si on veut qu'il y ait de l'éthique dans l'IA, il faut que nous-mêmes, programmeurs en particulier, tous ceux qui définissent les règles du jeu, soient les plus éthiques possibles. Donc cette coévolution des intelligences doit se compléter d'une coévolution des éthiques. Parce que si vous avez historiquement, il y a plein de cas où on a eu des gens très intelligents et très peu éthiques. D'accord ? En général, ça c'est très mal terminé. D'accord ? Donc si on crée des machines qui sont beaucoup plus intelligentes que nous, et pas plus éthiques, voire moins éthiques que nous, honnêtement, ça va mal se terminer. Ça c'est juste une logique évolutive.
Donc la question de comment est-ce qu'on organise cette coévolution des éthiques, je pense qu'elle est essentielle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que si vous regardez le niveau de formation éthique, le niveau de réflexion éthique des ingénieurs, il a tendance à être moins élevé à la fin de leurs études qu'au début de leurs études. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En fait, l'absence de questionnement sur ces sujets et si vous optimisez sur une chose, par exemple la performance technique du truc sur lequel vous travaillez, et ben vous n'avez pas forcément pris en compte les dimensions éthiques. Et pour terminer, puisqu'on est à Vivatech, il y a des centaines d'entreprises ici présentes qui travaillent évidemment sur l'IA, mais moi je me questionne finalement quelle relation on peut avoir aussi avec le monde de l'entreprise. Je sais que, et comment on intègre finalement cette notion du vivant, comme de la nature et du vivant. Et beaucoup d'entreprises souhaitent aussi avoir une démarche engagée sur ces questions-là. Et je crois qu'on en a en tout cas discuté, et vous m'avez parlé effectivement de ces entreprises qui intègrent la nature aussi dans leur système de gouvernance ou autre. En tout cas, c'est l'une des options, je pense. Et l'IA pourrait faciliter cette nouvelle pratique. Tout à fait, on est juste au début de ce genre de choses, mais il y a un premier conseil d'administration dans lequel ils ont laissé un siège à la nature. Donc voilà, vous êtes tous dans des différentes organisations. Est-ce que c'est le cas chez vous? Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir m'en parler parce que je serais ravi de comprendre. La question c'est une chose de laisser un siège à la nature, mais qui va parler en son nom? Et qu'est-ce que cette personne ou cette entité va être capable de dire? Donc il peut y avoir des humains qu'on forme sur le sujet, mais qu'est-ce qu'ils savent de la nature? Comment ils sont formés? C'est pas si évident. Est-ce qu'ils n'ont pas leurs propres intérêts? Et est-ce qu'ils vont réellement défendre les intérêts de la nature ou une vision qu'ils ont des intérêts de la nature? C'est pas complètement évident. Donc il y a une option qui est assez facile à mettre en œuvre, c'est de proposer à l'IA de représenter la nature. D'accord? Mais vous pouvez le faire à toutes les échelles. Moi, je me suis amusé à le faire, par exemple. Vous imaginez une école dans laquelle on doit repenser l'organisation de la cour de l'école. Eh bien, vous pouvez donner la parole aux arbres ou aux oiseaux et demander à l'IA de s'exprimer et d'avoir le point de vue de l'arbre dans l'avenir de la cour d'école. Vous pouvez faire la même chose sur le lac, vous pouvez faire la même chose sur toutes les entités qui entourent les enfants. Et donc, à leur échelle, vous pouvez leur apprendre à redécouvrir une forme d'animisme, en fait. D'accord? Donc, l'animisme, comme vous le savez, c'était cette capacité à penser qu'il y avait des dieux et des âmes dans le vivant autour de nous, pour mieux prendre en compte, en l'occurrence, ces dimensions. Donc, en fait, les peuples premiers avaient cette tendance très naturelle. Mais aujourd'hui, on peut le faire, et honnêtement, l'IA, elle joue bien le jeu. Et elle ne vous donne pas les mêmes réponses en tant qu'un arbre, ou en tant qu'un oiseau, ou en tant qu'un lac, ou un poisson. Donc c'est assez intéressant. Et elle vous dit quel dialogue elle aimerait faciliter avec les enfants ou avec les différents participants. Donc ça, c'est des choses qui sont faciles à faire. Et en fait, on peut tous commencer à faire ça, ne serait-ce qu'à titre individuel, parce que toutes les personnes ici prennent des décisions régulièrement. Et vous pouvez demander à vos amis IA préférés quel est leur point de vue sur la manière dont vous interagissez avec le reste du vivant, ou avec une espèce particulière. Et nos amis avec les bateaux et les baleines tout à l'heure sur leurs écrans, je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais je pense qu'ils pourraient le faire facilement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors on a quelques minutes. Est-ce qu'on peut passer aux questions dans le public? Ou des remarques? Je sais pas. Alors peut-être un mot de conclusion. Quel message vous pourriez plutôt, au regard de tout ce qu'on vient de se dire et de cette question aussi qui est importante aussi pour tout à chacun ici, c'est comment les entreprises peuvent aussi, elles, avoir un impact positif aussi sur notre planète. Et je vais prendre aussi votre terme, et justement en utilisant peut-être aussi ces technologies qui sont à notre disposition, à savoir l'IA. Il y a Rita qui est là pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vous conseille d'aller parler avec elle si vous vous intéressez à ce qu'on fait et comment on peut interagir depuis chez nous avec le monde de l'entreprise, parce que c'est ce qu'elle fait en particulier, beaucoup plus que moi encore. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, plus généralement, je pense qu'on a besoin d'augmenter notre niveau de conscience.
de ces différents enjeux. Et encore une fois, je pense qu'une bonne manière de réfléchir à ces sujets, c'est de réfléchir à d'où on vient, où on est et où on va. D'accord ? Et donc, vous pouvez le faire de plein de manières différentes. Une des exercices qu'on a fait cette semaine avec des étudiants chez nous, c'est de leur demander quel est leur lieu préféré, se l'imaginer, et puis à quoi ils ressemblaient avant que les humains n'apparaissent sur Terre, et à quoi ils ressembleront dans 100 ans. D'accord ? Et vous imaginez, et puis vous écrivez un petit poème ou un texte inspirant autour de ça, que vous êtes prêt à partager avec votre entourage, ceux qui partagent ce lieu inspirant. Et si on collecte toutes ces choses, qu'est-ce que ça donne? Mais vous pouvez le faire du point de vue du siège de votre entreprise. Vous pouvez le faire du point de vue qui est le vôtre dans vos différentes dimensions en tant qu'être humain, parent ou autre. Vous pouvez le faire en famille, etc. Donc en fait, je pense que plus on dialoguera sur d'où on vient, où on est et où on va, plus on pourra choisir la trajectoire sur laquelle on est. On est dans un monde super chaotique, très imprévisible, mais l'histoire n'est pas écrite. Et c'est nous qui ferons cette histoire et c'est nos enfants qui la feront avec nous. Et donc, est-ce qu'on est capable d'avoir de vrais dialogues sur ces sujets? Est-ce qu'on est capable d'explorer ces possibles? Et nous, ce qu'on est en train de faire en ce moment, si ça intéresse certains d'entre vous, vous êtes bienvenus, c'est de réfléchir à que serait une université planétaire qui aurait pour mission de se poser ces questions. Parce que les universités, elles ont coévolué avec des logiques nationales, et donc elles n'apprennent pas à comprendre la complexité du vivant sur notre planète, et notre singularité, et notre trajectoire très particulière, parce qu'on est la seule espèce capable de s'autodétruire. D'accord ? Et donc ça, c'est quand même assez particulier. Confucius disait qu'on a 2 vies, et que notre deuxième vie commence quand on sait qu'on n'a qu'une vie. Moi, je pense que notre espèce est dans sa deuxième vie. Et donc, à partir du moment où on prend conscience de ça, qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on réfléchit, encore une fois, à d'où on vient, où on est, où on va, et est-ce qu'on invente de nouvelles formes de vivre ensemble et de décision collective. La planetizenship, c'est ça. Est-ce qu'on peut inventer une démocratie planétaire dans laquelle on prend en compte le pour toutes les générations, voire de toutes les espèces, pour optimiser notre capacité à vivre ensemble sur cette planète, sur la durée. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment pour cette éclairage.